Il pensait avoir épousé une vieille femme pour échapper à la pauvreté. Mais en 7 jours, il a découvert un secret qui allait bouleverser tout son passé et réécrire son avenir. Ce soir-là, sous la lumière blafarde des néons d'un café de banlieue, Lionel Morin signait un pacte qui allait bouleverser sa vie. Ce n'était ni un contrat d'embauche, ni une bourse universitaire, mais une proposition déconcertante faite par une femme dont l'âge dépassait celui de sa grand-mère. Athénaïs Delcourt, 61 ans, héritière solitaire d'une fortune immobilière ancienne. Lionel, étudiant en droit à Toulouse, n'avait jamais envisagé de se marier pour autre chose que l'amour. Mais les dettes que son père avait laissées derrière lui, dettes de jeu, escroqueries, crédits usuraires, menaçaient de tout emporter. La maison familiale, les études de sa sœur cadette et même l'humble écope de fleurs tenue par sa mère. Il avait tout tenté, jusqu'à livrer des repas en pleine nuit. Rien ne suffisait. Athénaïs lui proposa une solution inattendue. Un mariage. Officiel. Légal. En échange, elle réglerait ses dettes jusqu'au dernier centime. Ce n'est pas une question d'amour, Lionel. C'est une affaire. Tu y gagnes, j'y gagne. Mais pourquoi une femme aussi puissante et riche voudrait-elle épouser un jeune homme sans nom ni avenir? Lionel hésita, puis il accepta. Le lendemain, un notaire, 2 témoins et un silence pesant scellèrent leur union dans un hôtel de ville désert. Ce qu'il ignorait encore, c'est que ce pacte n'était qu'un rideau de fumée. Et que derrière se dissimulait une vendetta ancienne, patiemment préparée. Le domaine Delcourt, à l'orée du Gers, ressemblait à ces châteaux de contes oubliés. Murs en pierre grise, tourelles coiffées d'ardoises, jardins géométriques à la française. Tout respirait la richesse, mais aussi une forme de repli glacial. Dès son arrivée, Lionel sentit le froid non pas dans l'air, mais dans les regards. Le majordome, Dorian, à la barbe blanche taillée au cordeau, le salua sans chaleur. Les domestiques évitaient de croiser son regard. Et Athénaïs, elle paraissait étrangement absente. Elle dormait seule, dînait en silence, et passait des heures dans une aile du manoir dont les portes restaient verrouillées. Lionel, mal à l'aise, tenta de comprendre. Il commença à explorer la bibliothèque, à observer les habitudes des gens du domaine. Il trouva des photos encadrées. Un homme plus jeune qu'Athénaïs, au regard noble. Aucun mot, aucun nom, mais une tension palpable, comme si ce lieu respirait encore une tragédie ancienne. Il pensait avoir conclu un marché pour sauver sa famille. Mais il avait peut-être mis le pied dans un labyrinthe d'intentions cachées. Une semaine après le mariage, en fouillant par hasard dans un vieux secrétaire du salon, que l'on n'avait pas ouvert depuis des années d'après Dorian, Lionel découvrit une lettre jaunie, glissée entre 2 volumes d'histoire. Elle n'était pas destinée à lui, mais au baron Adrien Delcourt, l'homme des photos, écrite de la main tremblante d'un certain Gérard Morin, le propre père de Lionel. Elle parlait de remords, de promesses brisées, d'un contrat non respecté. Il évoquait un vol d'action, un projet d'hôtel de luxe détourné et la ruine d'une famille entière. Il suppliait le baron de ne pas poursuivre les poursuites judiciaires. Lionel sentit son cœur se serrer. Son père, mort depuis 3 ans, n'avait jamais parlé de cette affaire. Il avait évoqué des erreurs de jeunesse, mais rien d'aussi grave. Pourquoi cette lettre était-elle ici? Pourquoi Athénaïs l'avait-elle gardée? Était-ce la raison de leur mariage étrange? Était-il devenu l'outil d'une vengeance? Une pièce dans un échiquier qui s'étendait bien au-delà de ses dettes. Cette nuit-là, Lionel ne parvint pas à fermer l'œil. Il relisait encore et encore la lettre de son père, chaque mot gravé dans sa mémoire comme une trahison. Son cœur balançait entre colère et confusion. Il se sentait utilisé, piégé dans un jeu qu'il ne comprenait pas encore totalement. Le lendemain matin, il décida de confronter Athénaïs. Elle l'attendait déjà dans le petit salon d'hiver, une tasse de thé fumant entre les mains, son regard perdu dans le jardin givré. Lorsqu'il entra, elle leva lentement les yeux. « Tu as trouvé la lettre, je suppose », dit-elle simplement. Lionel resta figé. « C'est pour ça que tu m'as épousé? Pour te venger de mon père ?» Elle reposa sa tasse avec une lenteur presque théâtrale. « Pas de toi, Lionel, de lui. Ton père a détruit la vie de mon mari. Adrien n'a pas survécu à sa ruine. Il s'est effondré, littéralement. Crise cardiaque, 1 mois après avoir perdu ses parts, son honneur et son empire. Et ton père? Il a continué comme si de rien n'était. Je n'ai jamais pu obtenir justice. La loi ne m'a pas écouté. Alors j'ai attendu.
J'ai observé. Et quand j'ai su que tu étais son fils, j'ai su que tu étais ma seule porte d'entrée. Lionel, pris de vertige, recula d'un pas. Tu veux dire que tout cela n'était qu'un plan? Depuis le début? Même ma misère, tu l'as exploitée? Athénaïs ne répondit pas tout de suite, mais dans ses yeux brillaient des années de douleur refoulées. Je voulais que tu ressentes ne serait-ce qu'un fragment ce que j'ai ressenti. Mais je n'avais pas prévu ce que tu es réellement. Tu n'es pas ton père. Les jours suivants furent marqués par le silence. Lionel évitait Athénaïs. Il se réfugiait dans la bibliothèque ou marchait des heures dans les bois autour du domaine. Le poids de la révélation le rongeait. Il comprenait maintenant le comportement distant des domestiques, les regards fuyants, le mariage précipité. Tout avait été minutieusement orchestré. Mais une question le hantait plus que les autres. Pourquoi Athénaïs ne l'avait-elle pas simplement dénoncé publiquement? Pourquoi l'avoir épousé? Était-ce pour le punir lentement, psychologiquement? Ou y avait-il autre chose? Il relut la lettre de son père une énième fois. Un détail l'intrigua. La mention d'un second contrat, signé en secret, entre Adrien Delcourt et Gérard Morin. Si ce contrat existait, il pouvait tout changer. Peut-être qu'Athénaïs n'avait jamais eu accès à la vérité complète. Lionel se rendit au cabinet d'un ancien avocat de la famille Delcourt, Maître Laville, en prétextant un besoin de consultation successorale. L'homme, âgé et un peu méfiant, finit par céder en voyant l'ancienne lettre de Gérard. Dans les archives, un document surgit. Un avenant signé à la main entre Adrien Delcourt et Gérard Morin, transférant temporairement les parts, mais prévoyant une restitution complète sous 5 ans, avec intérêt. Et ce document portait bien les 2 signatures. Le cœur de Lionel battait la chamade. Ce contrat, s'il était valide, signifiait que son père n'avait peut-être pas volé les parts comme Athénaïs le croyait. Cela signifiait aussi que le baron Delcourt avait accepté un accord qui n'avait jamais été respecté à cause de son décès prématuré. Mais pourquoi ce contrat n'avait-il jamais été révélé lors des procès? Pourquoi Athénaïs ne l'avait-elle jamais vu? Lionel retourna au domaine avec la copie en main, bien décidé à confronter Athénaïs une seconde fois. Il la trouva dans le jardin, emmitouflée dans un long manteau de laine, observant les feuilles mortes tourbillonner sous le vent. « J'ai trouvé quelque chose », dit-il en tendant le document. Athénaïs lut les pages lentement, puis ses mains se mirent à trembler. Elle s'assit sur un banc de pierre sans un mot. « Je ne savais pas », murmura-t-elle. « Je n'ai jamais vu ce contrat. Et pourtant, il existait. Mon père n'était peut-être pas l'homme que tu croyais. » Un long silence s'installa entre eux, chargé d'émotions contradictoires. Le passé n'était plus une ligne droite de trahison. Il devenait un labyrinthe de choix, de pertes, de malentendus. Et au centre de ce labyrinthe, ils se retrouvaient tous les deux, perdus. Athénaïs ne quitta pas sa chambre pendant 2 jours. Le personnel, inquiet, murmurait à voix basse dans les couloirs, mais nul n'osait l'approcher. Lionel, lui, passait ses journées à relire les journaux d'archives qu'il avait rapportés de la bibliothèque municipale, cherchant à comprendre ce qui s'était réellement passé entre leurs 2 familles. Il découvrit qu'Adrien Delcourt avait été un homme admiré, un bâtisseur, passionné de justice sociale. Son rêve était de construire un centre de réhabilitation pour les anciens mineurs dans le sud-ouest. Ce projet, qui avait nécessité d'importants investissements, s'était effondré après un désistement soudain des investisseurs. Parmi eux, Gérard Morin. Dans un article datant de l'époque, une citation d'Adrien revenait souvent. « On m'a pris plus que mon argent. On m'a pris la foi en l'homme. » Ces mots glaçants semblaient avoir scellé son destin. Lionel comprenait mieux la douleur d'Athénaïs. Elle n'avait pas seulement perdu un mari. Elle avait assisté, impuissante, à la destruction lente d'un homme qu'elle aimait, rongée par le désespoir. Et quand la justice n'avait pas répondu à ses appels, elle avait nourri une haine silencieuse. Mais la découverte du contrat changeait tout. Peut-être, juste peut-être, Adrien avait voulu pardonner. Peut-être n'avait-il pas vu en Gérard un traître, mais un homme en proie à ses propres démons. Le 3e jour, Athénaïs demanda à parler à Lionel. Il la trouva dans le salon aux boiseries sombres, le visage pâle mais résolu. Elle tenait le contrat entre ses mains. « Ce document bouleverse tout ce que je croyais savoir, » dit-elle d'une voix douce. « J'ai vécu avec l'idée que ton père avait détruit Adrien. J'ai cultivé cette douleur comme on cultive une rose noire.
Mais si ce contrat est authentique, alors j'ai peut-être eu tort. Lionel s'assit face à elle. Le silence s'installa, lourd mais sincère. Tu sais, commença-t-il, mon père n'a jamais été un modèle. Il a fait des erreurs. Beaucoup, mais il nous aimait, d'une manière maladroite. Et je pense qu'il aurait voulu réparer certains torts s'il en avait eu le temps. Athénaïs baissa les yeux, puis reprit. J'ai utilisé ton besoin d'argent pour te piéger dans mon histoire. C'était injuste. Je croyais me venger, mais tout ce que j'ai fait, c'est prolonger la douleur. Pas seulement la mienne, la tienne aussi. Lionel sentit un poids se délier dans sa poitrine. Pour la première fois, il voyait non pas une manipulatrice, mais une femme brisée, perdue dans une guerre qu'elle n'aurait jamais dû mener seule. Il tendit la main. Elle la prit. Dans les jours suivants, leur relation changea. Non pas en un amour romanesque et artificiel, mais en une forme rare d'alliance, celle née d'une vérité douloureuse. Ils dînèrent ensemble, discutèrent longuement, partagèrent leurs souvenirs. Athénaïs parla d'Adrien, de ses passions, de ses fous rires, de ses rêves. Lionel parla de sa mère, de la manière dont elle avait gardé leur famille debout malgré les dettes, de sa sœur qui voulait devenir médecin. Ils comprirent qu'ils avaient tous deux été prisonniers du passé. Athénaïs dans sa douleur, Lionel dans les dettes et l'héritage d'un père aux zones d'ombre. Un après-midi, Athénaïs l'invita à la crypte familiale. Là, sous une lumière tamisée, reposait Adrien. Une plaque en marbre portait simplement ces mots. Il croyait en l'homme. Peut-être que nous devrions faire en sorte qu'il ait eu raison, dit-elle en regardant la tombe. Lionel acquiesça. Pour la première fois depuis leur rencontre, un avenir semblait possible. Peu de temps après, Lionel prit une décision radicale. Il vendit le domaine Delcourt. Les œuvres d'art furent données à des musées, les meubles anciens vendus aux enchères. Une partie des fonds servit à rembourser les dernières dettes de la famille Morin. Le reste, il le consacra à un projet qu'il nomma Fondation Adrien, en mémoire de l'homme dont la vie avait été volée par les conflits et la méfiance. La Fondation aurait pour mission d'aider les jeunes issus de familles ruinées à poursuivre leurs études de droit et à œuvrer pour la justice. Un moyen pour Lionel de tourner la page et de réécrire l'héritage de deux noms, autrefois ennemis. Athénaïs, elle, choisit de quitter la France pour s'installer dans un petit village en Toscane, où elle pouvait peindre à nouveau à sa première passion longtemps mise de côté. Elle laissa à Lionel une dernière lettre. Une lettre de paix, d'excuses et d'espoir. Quelques jours après le départ d'Athénaïs, Lionel reçut une lettre cachetée à la cire rouge, avec une écriture élégante et soignée. C'était une lettre d'elle. Il l'ouvrit avec une appréhension mêlée d'émotion. « Cher Lionel, tu as été plus qu'un pont entre deux époques. Tu as été une clé. La clé qui m'a permis d'ouvrir une porte que j'avais moi-même scellée depuis des décennies. Ce mariage, je l'ai initié avec des intentions troubles. Mais il m'a offert bien plus que la revanche. Il m'a offert la vérité et une sorte de rédemption. Je n'aurai jamais les mots suffisants pour effacer ce que j'ai imposé à ton cœur. Mais je veux que tu saches que grâce à toi, j'ai retrouvé un fragment d'Adrien. Dans ta volonté de comprendre, de pardonner et d'agir, j'ai revu sa force tranquille. Prends soin de ce que tu bâtis. Et surtout, ne laisse jamais les erreurs des autres devenir tes chaînes. Avec respect, Athénaïs. Lionel resta longtemps assis, la lettre serrée dans ses mains. Il comprit à cet instant que son parcours n'était pas seulement une lutte contre les dettes ou le passé de son père. C'était un chemin vers sa propre identité, forgé non dans l'ombre d'un héritage, mais dans la lumière de ses choix. Fort de cette transformation, Lionel retourna à Toulouse pour achever ses études. La Fondation Adrien avait déjà commencé à faire parler d'elle. Des étudiants en difficulté recevaient des aides financières, des stages dans des cabinets engagés et des formations sur l'éthique juridique. Mais au-delà du projet, Lionel lui-même était devenu un homme différent. Ses camarades remarquèrent son assurance nouvelle, son regard plus posé, sa manière d'écouter avec attention. Même ses professeurs s'étonnèrent de son implication croissante dans les débats de justice restaurative et de médiation. Il se lia d'amitié avec une jeune professeure invitée, Camille Letellier, spécialiste de droit international humanitaire. Leur complicité intellectuelle se transforma peu à peu en une tendresse sincère. Mais Lionel, encore hanté par la complexité de sa récente histoire, resta prudent,
Camille, intuitive, ne força rien. Elle respectait ses silences, ses hésitations. Et peu à peu, ces silences devinrent des confidences. Au printemps suivant, Lionel organisa la première conférence publique de la Fondation Adrien. Devant un amphithéâtre plein, il raconta son histoire. Il ne mentionna jamais les noms, mais évoqua un mariage inattendu, un passé brisé et la nécessité de transformer la souffrance en actes concrets. Son témoignage toucha l'auditoire. Parmi les spectateurs, des jeunes pleuraient, des enseignants prenaient des notes, des journalistes demandaient des interviews. À la fin de son discours, il déclara « Nous sommes tous les héritiers de quelque chose. Mais nous avons le pouvoir de décider ce que nous transmettons. Moi, j'ai choisi de transmettre une leçon, celle que le pardon peut libérer plus que la vengeance. » Les applaudissements résonnèrent longtemps dans la salle, et dans un coin discret, Camille le regardait, fier, les yeux brillants. Un an s'était écoulé depuis le départ d'Athénaïs. Lionel recevait des nouvelles d'elle de temps en temps. Une carte postale, une peinture, un poème. Elle semblait paisible, épanouie. Mais un matin de juin, alors qu'il s'apprêtait à donner une conférence dans un lycée, il la vit assise dans la salle, vêtue simplement, un foulard noué autour des cheveux. À la fin de l'intervention, elle s'approcha de lui, un sourire discret sur les lèvres. « Je voulais voir de mes propres yeux ce que tu es devenu, dit-elle. »« Et alors ?» lui répondit-il avec humour. « Je vois un homme libre, répondit-elle. Et je suis fier de toi. » Ils échangèrent une longue étreinte silencieuse. Puis elle lui tendit un carnet relié de cuir. « Ce sont mes mémoires. À toi de décider si elles doivent être publiées un jour. » Lionel accepta le carnet, touché. Il comprit que ce geste était un passage de relais. Athénaïs tournait définitivement la page. Les mois passèrent. Lionel soutint son mémoire de fin d'études, avec mention très honorable. La Fondation Adrien obtint une reconnaissance officielle du ministère de la Justice et des partenariats furent noués à l'international. Il commença à travailler comme avocat dans un cabinet dédié à la défense des droits civiques, tout en continuant à gérer la Fondation. Un soir d'automne, sur un banc du Jardin des Plantes, il confia enfin à Camille ce qu'il ressentait. « Tu sais, je ne voulais plus aimer. Je croyais que le cœur, c'était une faiblesse. Mais aujourd'hui, je crois que c'est ce qui m'a sauvé. » Camille posa sa main sur la sienne. « Alors aime, et continue d'aimer. C'est là que réside la vraie force. » Ils restèrent là, à contempler les feuilles tombantes, sans peur du passé, et avec l'envie sincère d'écrire ensemble un avenir. Lionel passa plusieurs soirées d'hiver à lire le carnet d'Athénaïs. Chaque page était un voyage dans les méandres d'une vie marquée par l'amour, la trahison, la solitude et la reconstruction. Le style d'écriture était élégant, précis, parfois douloureux. Elle racontait ses débuts dans une famille conservatrice, son mariage avec Adrien, un homme plus âgé, mais d'une gentillesse rare, et surtout l'ascension et la chute de leur empire. Puis venait le gouffre, la ruine, le suicide économique, le rejet du monde des affaires, et enfin, le silence. Mais ce qui frappait Lionel, c'était la dernière partie du carnet. Athénaïs y décrivait avec une lucidité touchante sa tentative de vengeance à travers lui, mais aussi la manière dont cette rencontre avait bouleversé ses certitudes. Elle parlait de lui avec tendresse, sans le nommer, le surnommant l'héritier inattendu. Il décida de faire publier ce carnet, anonymement, sous le titre « Le poids de l'héritage ». Le livre connut un succès modeste, mais sincère. Des lecteurs témoignèrent de leur émotion, certains se reconnurent dans cette histoire de blessures intergénérationnelles et de rédemption. Un an après la parution du livre, Lionel et Camille se marièrent dans une petite église du Lot, entourés d'amis, d'anciens professeurs, d'étudiants boursiers de la Fondation Adrien, et même de quelques membres du personnel du domaine Delcourt, désormais reconverti en centre culturel. Athénaïs, plus frêle, était présente. Elle avait insisté pour marcher seule jusqu'à sa place. Lorsque Lionel l'aperçut, son cœur se serra. Il alla à sa rencontre, lui prit doucement la main et l'accompagna jusqu'à l'avant de l'église. Elle lui souffla. « Cette fois, c'est un vrai mariage. » Il sourit. Elle avait raison. La cérémonie fut simple, sincère. À la sortie, un étudiant lut à voix haute un extrait du carnet. « Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est décider que le passé n'aura plus le dernier mot. » Tout le monde applaudit. Et dans les yeux de Lionel brillait cette certitude nouvelle. Il avait repris le contrôle de son histoire.
Quelques mois après le mariage, Athénaïs rendit son dernier souffle dans sa maison toscane, entourée de vignes et de toiles inachevées. Elle avait demandé à être enterrée aux côtés d'Adrien, dans la crypte familiale du domaine. Lors de la cérémonie, Lionel prononça quelques mots simples. Athénaïs n'était pas parfaite. Elle était humaine. Elle a connu la douleur, l'orgueil, la perte, mais aussi la capacité de se réinventer. Elle m'a appris que les liens du sang ne sont rien sans ceux du cœur. Après l'inhumation, l'avocat d'Athénaïs remit à Lionel un dernier document, un testament. Elle lui léguait une partie de ses œuvres, ses journaux intimes et surtout le terrain adjacent au domaine, pour y construire une école de droit ouverte aux jeunes défavorisés. Elle l'avait nommé Institut Adrien et Athénaïs Delcourt-Morin. Lionel, ému, accepta. Ce serait leur œuvre commune, le pont entre hier et demain. 2 ans plus tard, l'Institut Delcourt-Morin ouvrit ses portes. Située au cœur de la campagne, mais dotée d'infrastructures modernes, l'école accueillait des étudiants venus de toute la France. Des jeunes souvent rejetés par le système, mais dotés d'un potentiel immense. Lionel y donnait un cours mensuel intitulé « Justice et réconciliation ». Camille y animait un atelier sur le droit humanitaire. Le couple vivait non loin, dans une ancienne maison rénovée sur la colline. Il recevait souvent des lettres d'anciens élèves devenus avocats, médiateurs, travailleurs sociaux. Tous avaient été touchés, d'une manière ou d'une autre, par cette école née d'un mariage improbable. Parfois, en regardant les jeunes rire sous les arbres centenaires, Lionel se souvenait du jeune homme désespéré qu'il était, assis face à Athénaïs dans ce café glacé. Et il se disait, si je ne m'étais pas assis ce jour-là, rien de tout cela n'aurait existé. Un soir d'été, Lionel s'assit à son bureau, face à la fenêtre ouverte sur la vallée dorée. Il sortit une feuille blanche et inscrivit ces mots. « Mon histoire commence par un faux mariage et une vraie blessure, mais elle se termine par un héritage choisi, une école, un amour sincère. Ce que j'ai compris, c'est que nous n'échappons pas au passé, mais nous pouvons lui donner un autre sens. » Il posa son stylo, ferma les yeux et sourit. Puis il se tourna vers la caméra de son ordinateur. Il venait de lancer sa chaîne vidéo sur le thème de la justice restaurative, pour raconter des récits comme le sien. Il cliqua sur « Enregistrer » et lança. « Bonjour à tous, je m'appelle Lionel Morin, et voici l'histoire de comment un mariage arrangé a sauvé bien plus qu'une seule vie. Si vous voulez entendre d'autres récits de transformation, de résilience et de vérité, abonnez-vous. Ce n'est que le début. »